Il y avait du saumon. En plus, j'avais demandé au mec, il est pas périmé votre saumon? Non, non, non. Vous êtes sûr? En plus, je préviens. Hein. Vous êtes sûr? Non, non, non. Je fais ça. T'es piqué, paf, ok, très bien. Donc, j'ai dit, votre truc, ça va pas. Il y a un problème. C'est dégueulasse. Et là, quand j'étais en cuisine. Oh putain. Bonjour, c'est Philippe Etchebest et voici mon breakdown sur GQ. Alors moi j'ai souvenir de ce genre de cuisine qui sont assez anciennes et mon père travaillait dans des cuisines un peu comme ça, quoi. C'est drôle, ça me ramène à mon enfance. Tout y est, quoi. C'est très représentatif de notre métier, en tout cas de ce que ça pouvait être à l'époque. On n'a plus des fourneaux comme ça à gaz ou à charbon, on appelle ce qu'on appelle des pianos froids, c'est-à-dire que on est sur de l'induction, on est sur des planchas qui dégagent pas trop de chaleur. C'est vrai que c'est quand même un certain confort aujourd'hui qu'on a de travailler dans ce genre de cuisine. Moi j'ai connu des cuisines où il faisait vite 45 degrés, quoi. C'était dur à travailler. Ouais, bah ça, il peut y en avoir, hein, des fois, ça, c'est une cuisine. En ville, il y a des bestioles, il y a des nuisibles, il y en a partout, il faut les combattre, ça peut arriver. C'est pas parce qu'il y a des rats dans une cuisine que la cuisine est sale, ça ne veut absolument rien dire. C'est des idées reçues, ça. Un rat ou une souris, c'est dégueulasse, non, c'est faux. Vous pouvez avoir des souris chez vous, c'est pas pour ça que c'est dégueulasse, c'est nuisible, il s'infiltre partout. C'est marrant, la ratatouille, c'est un plat traditionnel que tout le monde fait à la maison, mais ça prend une dimension là très gastronomique dans la présentation et c'est tout à fait ce qu'on pourrait faire. Hein. On pourrait vraiment l'imaginer dans un restaurant, quoi. C'est vraiment très bien fait, quoi. Et ça te donne envie, en plus, on a envie de taper dedans, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça la cuisine aussi, c'est de l'émotion, d'avoir comme ça des repères gustatifs qui ramènent à des souvenirs. Et c'est en ça qu'on fait un beau métier finalement, parce qu'on peut arriver à créer une émotion et puis à rappeler des souvenirs à des gens. Alors, c'est ce qu'on peut ressentir parfois hein, dans un restaurant quand on sait qu'on a un critique gastronomique, il y a toujours un peu de tension. Moi je dis toujours, faut relativiser les choses. Hein. À un moment donné, on sait faire ou on sait pas faire. Hein. C'est bon ou c'est pas bon, donc c'est pas parce qu'on fera plus de choses que ce sera meilleur. Et bien au contraire, parfois ça dessert. Aujourd'hui, et là vous avez raison, c'est que potentiellement chaque client est un critique gastronomique. Parce que chacun y va de son commentaire, ah ben ça c'est clair, c'est très drôle. J'en veux à personne pour ça, au contraire, moi ça m'aide à avancer. Faut l'accepter, faut pas que ça use, faut pas que ça mine non plus. Et je connais bon nombre de chefs qui sont démoralisés dès qu'ils voient une critique négative à leur égard, quoi. J'en connais beaucoup. Moi, je leur dis vraiment, faut prendre ça avec du recul et beaucoup de philosophie aussi. Des petites aubergines grillées, un peu trop grillées, beaucoup trop grillées même, hein, si je peux me permettre. Ouais, bon, là, on est d'accord, c'est du cinéma. Hein. Alors après, quand même, on peut percevoir beaucoup de choses dans un plat, en le sentant. Ouais, à travers les odeurs, oui, le côté brûlé, ça, oui, quelque chose qui a trop cuit, trop caramélisé de manière excessive, on le sent, bien sûr. C'est drôle, parce que là, ça va vachement loin. Mais... Et là-bas, vous sentez quoi? Ça, c'est du bœuf grillé, puis confit, avec des courgettes et des pommes de terre. Des Lady Christelle, belle texture, vos préférées. Elles tiennent parfaitement dans l'eau bouillante. Ah oui, le nez, c'est un outil essentiel à notre métier. Bien sûr, la perception des odeurs, et puis dans notre subconscient, elle nous fait imaginer des choses, des plats, des associations aussi. Oui, moi, par exemple, j'ai pas de mémoire des recettes. Par contre, j'ai la mémoire du goût. Et je sais quand je fais un plat, quand j'associe des éléments différents, je sais ce que ça va donner en bouche. Vous changez mes plats? Mais non, c'est la même sauce avec laquelle vous avez accompagné le filet mignon à l'inauguration du Four Seasons à Tokyo l'année dernière. Il y avait de la cannelle. Un agneau et un chevreuil, ce n'est pas pareil. Alors je crois que la faute qu'il a fait, c'est de ne pas avoir préparé le terrain et d'avoir fait goûter au chef en disant voilà chef, j'ai mis ça à la place de ça, vous en pensez quoi? C'est comme ça que ça doit se faire. Après, il faut avoir la capacité de reconnaître que, ah oui, effectivement, c'est meilleur. Là, il faut laisser son ego de côté. Mais si c'est pour le bien du plat,
Je sais, je vous dis, si je travaille comme ça, on fait des trucs là en ce moment, on fait des trucs, on change. Si mon chef il a une idée différente, mais qui est là pour améliorer le plat, et voilà, vas-y, c'est super, très bien, c'est très bien. Vous cherchez quoi faire avec les Rivaux, les Saint-Jacques? Je sais ce qu'aurait fait le grand Alexandre, moi, celui que je connais. La création ici, c'est moi! Quand je travaille avec mes gars, je les pousse justement à amener des choses. Que ce soit un plat ou même que ce soit un projet, il faut que le projet qui nous appartient soit celui aussi de ceux qui y participent. Il faut que tout le monde soit impliqué dans le projet. Et moi, ce que je fais faire à mes jeunes collaborateurs, c'est de leur demander des idées, faites un truc, et puis on va travailler dessus. Alors, peut certainement qu'au départ, il y a une proposition qui est faite. À l'arrivée, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Mais je leur dis, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est important finalement? C'est l'idée de départ. Parce que s'il n'y avait pas eu l'idée de départ, il n'y aurait pas eu de plat à l'arrivée. Et ça, je pense que c'est un moyen de responsabiliser tout le monde et de leur donner l'envie de prendre aussi des initiatives et puis de s'impliquer. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui ne s'implique pas dans la cuisine ou dans un métier en règle générale. Voilà. She wants steak. I've told her we don't have steak on the menu. Well, Lizzie, why are you at the back? Why are you at the back again? Right? We need 3 steaks. She's not listening to me. I keep telling her we don't have Yeah, but steak you on have the menu. beef, We haven't don't you? got And the then lens pissing around. Great, so just slice 3 steaks off that. It's not hard. Le client veut un steak, il n'est pas prévu à la carte, au menu. Si c'est dans le frigo, on le fait. On est là aussi pour satisfaire les clients dans la mesure de certaines limites, attention. Il faut être idiot pour refuser juste par principe déjà ou parce que, sous prétexte que ce n'est pas à la carte, on ne le fait pas alors qu'il y a moyen de le faire. It's all right. Don't worry about it. Right? Can you get me? Andy, why do you always give in to her, my What do you man? mean give in to it? What are you on about? Oh look, fuck off. I'll do it myself. For fuck's sake. Il n'y a pas lieu d'avoir de rapport de force déjà. C'est plutôt une entente et puis de la communication. Il faut que le service se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et déjà, c'est dans l'intérêt déjà des équipes, des collaborateurs et aussi forcément des clients. Parce que les tensions, quand il y en a, les gens le ressentent. C'est une manière de travailler avec une cuisine spécifique, ouvert sur la salle. Enfin, moi, j'ai vu des cuisines ouvertes sur la salle où ça ne se passe pas comme ça quand même. Hein. C'est beaucoup plus calme, c'est géré, c'est maîtrisé. On ne monte pas ça, quoi. Let me go and find Leave it. Go on, just fry the shit out. Just grill the ass. That's how we're supposed to be cooked. Puis il y a quelqu'un qui commande, il y a un chef qui commande, qui est là pour donner le rythme, pour donner le ton, voilà, et envoyer une dynamique à chaque fois. Enfin là, c'est tendu, hein, l'ambiance, elle est pas très bonne, quoi. Et c'est pas bon de travailler dans une mauvaise ambiance. You fucking coming stinking of booze. You're a fucking Il peut y avoir parfois des tensions, et justement, la capacité d'un chef, c'est de sentir venir. Et je crois que on va pas montrer que la cuisine, parce que je peux vous assurer que ça arrive dans d'autres domaines. D'accord? Vous savez de quoi je parle? J'en entends des belles. Hein. Faudrait faire des films d'ailleurs, mais pas que sur la cuisine. Parce qu'après, on fait focus sur la cuisine, sur le métier de la restauration, on dit c'est un métier dur, machin, blablabla. Mais moi, je peux vous dire qu'il y en a bien ailleurs. Hein. Et peut-être pire que ça encore. Je pense que ça reste d'actualité, quoi. C'est sûr, parfois, en fonction de ce qu'on achète, on ne sait pas ce qu'on mange. Hein. C'est pour ça qu'il faut acheter des produits frais. Il faut acheter chez le producteur. Et là, on est sûr de manger de la qualité. Voilà. Hein, ça, c'est une bonne leçon, ça. Si on doit parler de cauchemar en cuisine, c'est souvent des histoires fortes. Il y a une fois, j'ai pas voulu bouffer avant. J'ai vu l'état du restaurant, j'ai vu le mec arriver, j'ai ouvert la carte, c'était moisi à l'intérieur. Je dis, je ne mange pas. Après quelques minutes de négociation, j'ai commandé des plats. Je dis, je vous préviens, je ne mange pas, je ne goûterai pas. Ça pue, je dis, ça pue la merde là. Donc je commande des plats, et puis ça n'a pas loupé. Hein. Pour les trucs, il y avait une espèce de concassé de tomates là. Quand on le prend, ça fait comme la bave d'escargot, vous savez, ça glue comme ça. Je dis, oh putain, ok. Il y a le saumon, il y avait du saumon. En plus, j'avais demandé au mec, il est pas périmé votre saumon. Non. Vous êtes sûr? En plus, je préviens. Hein. Vous êtes sûr? Non. Je fais ça. T'es piqué, paf, ok, très bien. Donc, je dis, votre truc, ça va pas. Il y a un problème. C'est dégueulasse. Et là, quand j'étais en cuisine, oh putain, j'ai ouvert le frigo, les crevettes moisies, le saumon, il était dépassé, périmé de 4 semaines déjà. Alors, il y a un délai, on peut manger quelque chose qui est passé de date. Il ne faut pas s'arrêter pile à une date et foutre à la poubelle. Ça, ce serait du gaspillage. Néanmoins, il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser. Voilà.
Et là, il était largement dépassé quand même. Faire attention au niveau de la viande, mais au niveau du poisson aussi. Hein. Les poissons d'élevage, il faut savoir comment c'est nourri, comment ils vivent, comment ils sont élevés aussi, c'est important. J'entends beaucoup des voix qui s'élèvent sur l'élevage. Bon, il y a l'élevage intensif, certes, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a des gens qui font leur métier très très bien pour se nourrir. À un moment donné, il faut tuer. Hein. On pourrait vivre que de légumes. Il y en a qui font bien, certainement. Bon, moi, c'est pas mon truc. Et puis, je crois qu'on peut tout manger, mais il faut savoir équilibrer. Voilà, ici on équilibre bien les choses, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et ça régule bien aussi. Voilà. Regarde. Oh. Donne. Ah mais tout est important, même les légumes, vous savez, c'est pas parce qu'on mange que des légumes qu'on mange forcément bien. Hein. Aujourd'hui, avec tous les pesticides qui sont mis sur les fruits et les légumes, quand vous mangez que de ça, c'est pas forcément meilleur. Hein. Aujourd'hui, on a une tendance à mettre vraiment les artisans, les producteurs en avant, parce qu'il faut les soutenir parce que c'est dur pour eux, même si ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais pas toujours. Ça vaut le coup de faire l'effort d'aller chercher de bons produits. J'ai eu fait une émission sur le gaspillage alimentaire, j'étais effaré de la quantité de nourriture qui était jetée chaque année au niveau national. Alors je parle même pas du niveau mondial, mais national. C'est en millions de tonnes. C'est hallucinant. Ça fait peur, quoi. Et on pourrait nourrir tout le monde, quoi. C'est ça qui est grave. Hein. C'est assez impressionnant, c'est une vraie expérience. J'ai eu l'occasion, il y a longtemps déjà, d'aller chez El Bulli. Donc ça a été le chef qui a fait connaître la cuisine moléculaire et beaucoup de chefs se sont inspirés. Cette cuisine a amené beaucoup de techniques, mais il faut que la technique elle soit au service du cuisinier et pas le contraire. Une betterave dragéifiée avec des carottes et du garam masala. Moi je suis pas fermé à ça, au contraire, j'aime bien être spectateur de ça parce que c'est des choses que je n'aurais jamais faites ou que je n'aurais même pas pensé faire, donc c'est toujours intéressant. Voilà, après on aime, on n'aime pas, et de toute façon il faut pour tous les goûts, c'est ce qui fait la richesse de notre métier aussi, c'est cette diversité qui fait que y en a pour tout le monde. Et moi je trouve que si ça pouvait déranger, admettons que ça puisse déranger certains, je trouve que c'est très bien parce que ça bouscule un peu, puis ça oblige quelque part à sortir de sa zone de confort et d'aller chercher encore autre chose. Après il y a eu et ça a été critiqué par rapport à l'utilisation de certains produits aussi qui transforment. Ça, c'est vrai que moi, je suis moins fan. Hein, tous les émulsifiants, toutes ces choses-là, j'aime pas. Très honnêtement, j'aime pas. Parce que ça transforme le goût aussi. Ça le dénature. Donc, moi, j'en travaille pas. Parce que ça contrarie un petit peu les produits parfois. Donc, vous l'avez compris, c'était Philippe Etchebest sur GQ.